Bonjour à tous, de retour et je suis ravi de partager quelques nouvelles personnelles avant de plonger dans l'incroyable histoire de ce soir. Les jours où j'ai été absent ont été difficiles. J'ai veillé sur ma chère mère à l'hôpital pendant son traitement. Son état de santé était quelque peu critique, mais grâce à Dieu, elle est maintenant stable. Je ne pouvais pas m'éloigner d'elle. Ma mère, surtout en période de maladie, a plus besoin de moi que jamais, surtout moi, parmi mes frères. C'est un grand honneur pour moi d'être au service de ma mère. Je prie Dieu de guérir tous les malades et de protéger toutes vos mères. Je suis certain que vous me pardonnerez cette absence imprévue. Et maintenant, après vous avoir présenté mes vœux pour le mois béni de Ramadan et que Dieu accepte votre adoration, permettez-moi de vous emmener dans un voyage, l'histoire de ce soir qui vous fera ressentir un mélange de surprise, de colère et peut-être même de malaise, car ces événements sont étranges et dépassent l'imagination. Notre histoire est celle d'un jeune homme yéménite nommé Ahmed Ali Ahmed Nawas, âgé de 34 ans en 1995. Ahmed vivait dans la partie sud de la ville de Sanaa. Sa vie semblait relativement normale, mais le destin lui réservait un tournant sanglant. Un jour, la région fut secouée par un meurtre horrible. La femme du frère d'Ahmed avait été tuée. Les enquêtes intensives commencèrent immédiatement. Les enquêteurs interrogèrent d'abord le mari, mais il prouva facilement son innocence, ayant un alibi solide au moment du crime. Ensuite, les investigations se tournèrent vers les membres de la famille et les voisins, sans trouver de suspect clair en dehors de la famille. Mais les soupçons commencèrent à converger vers Ahmed. Lorsqu'on lui demanda où il se trouvait, il affirma qu'il dormait, une excuse qui ne convainquit pas les enquêteurs. Pour aggraver les choses, Ahmed avait un historique de problèmes et de désaccords avec la femme de son frère assassiné. Sa propre famille le soupçonnait. En l'absence de tout autre suspect, le tribunal se retrouva face à Ahmed comme principal accusé, malgré ses dénégations véhémentes du crime et l'absence de preuves directes et conclusantes le condamnant. Mais l'insistance du parquet et les soupçons qui l'entouraient menèrent à une sentence sévère, 20 ans de prison. Ainsi, Ahmed se retrouva derrière les barreaux, dans la fleur de l'âge, entre 28 et 29 ans, face à un destin sombre. Il était un homme brisé par cette accusation et cette condamnation, se sentant piégé par une justice qu'il percevait comme aveugle à son innocence. 2 ou 3 ans après l'emprisonnement d'Ahmed, un événement inattendu se produisait. Une délégation étrangère visita la prison de Sanaa, et parmi cette délégation se trouvait une femme néerlandaise nommée Wendy van der Loop. Wendy n'était pas une simple visiteuse, elle était une experte néerlandaise travaillant sur le projet national yéménite de lutte contre le sida. Sa mission principale était d'être l'agent de liaison entre le projet national yéménite et d'autres organisations internationales, afin de fournir le soutien financier nécessaire au projet. En bref, elle donnait de son temps, de ses efforts et de son argent. Qui était Wendy? C'était une belle jeune femme de 28 ans, d'origine néerlandaise et très riche. Son père était décédé, lui laissant une immense fortune. Elle n'avait que sa mère âgée et n'avait ni frère ni sœur. Wendy a grandi dans une famille aisée, mais elle ressentait un grand vide. Après avoir terminé ses études, elle décida de consacrer son temps, son être et son argent à aider les peuples dans le besoin. Lorsqu'on lui proposa de travailler sur le projet de lutte contre le sida au Yémen, elle accepta immédiatement, le considérant comme un travail humanitaire pour aider l'humanité. Wendy arriva au Yémen et démontra rapidement de nombreuses réalisations dans son travail. Jusqu'au jour où Wendy décida de visiter la prison, accompagnée de la délégation avec laquelle elle travaillait sur le projet. Lorsqu'on lui demanda la raison de sa visite, elle répondit qu'elle voulait s'assurer du bien-être des prisonniers et savoir s'ils avaient besoin de soins de santé ou de ressources spécifiques. C'était une jeune femme aimant le bien et souhaitant apporter son aide à toute personne dans le besoin. Et effectivement, elle visita la prison, et parmi les détenus qu'elle rencontra, il y avait Ahmed Ali Ahmed Nawas, l'homme accusé du meurtre de la femme de son frère. Quand Wendy le vit pour la première fois, Ahmed pleurait, la tête baissée, et semblait en état d'effondrement total. Elle lui demanda son histoire, et lui répondit, par l'intermédiaire d'un interprète, qu'il était innocent, que sa condamnation à 20 ans de prison avait détruit sa vie, qu'il n'avait pas avoué le crime, et qu'il n'y avait aucune preuve claire contre lui, mais que la justice l'avait zolmé, injustement traité. Wendy ne s'attendait pas à ce que cette rencontre change sa vie à jamais.
Ahmed, ce prisonnier brisé, entra dans son cœur d'une manière inexplicable. Comment cela s'est-il produit? Ne me demandez pas, car les cœurs suivent parfois des chemins étranges. Ce genre d'amour pour les prisonniers n'est pas aussi étrange qu'on pourrait le penser, car de nombreux cas similaires se sont produits. Nous avons même vu en Alabama une directrice de centre pénitentiaire faire évader un détenu dont elle était tombée amoureuse après l'avoir fréquenté. Elle le voyait comme un amant et un mari, a démissionné et s'est enfuie avec lui. De même, d'autres histoires de prisonniers sont devenues l'objet d'admiration et d'amour pour des femmes en dehors des prisons. Ces cas étranges, comme cela s'est produit en Amérique dans les années 80, où des jeunes filles ont commencé à correspondre avec des prisonniers, à les épouser par courrier et à attendre leur sortie de prison pour commencer une nouvelle vie avec eux. C'est une forme d'obsession, ou ce que certains appellent la maladie d'aimer les personnalités violentes ou agressives. Wendy, avec sa nature empathique et son idéalisme, était tombée sous le charme de cette figure tragique, voyant en lui une âme brisée qu'elle se sentait destinée à sauver. Elle ne pouvait ignorer le sentiment puissant qu'Ahmed lui inspirait, un mélange de pitié, d'attirance et d'une conviction profonde de son innocence, la poussant vers une dévotion aveugle. Le plus important est que Wendy aimait Ahmed, ce prisonnier condamné à 20 ans. Les questions de tous tournaient autour d'elle. « Tu es néerlandaise, une experte, tu as ta place dans ce pays. Pourquoi un prisonnier ?» Mais Wendy était totalement convaincue. Elle dit « Je vais consacrer ma vie à cet Ahmed, cet amour emprisonné. Je me considérerai comme l'ange gardien, le don de Dieu pour sauver Ahmed. J'ai senti que cet Ahmed était innocent. » Elle dit « Par Dieu, Ahmed, je ne te quitterai pas. » Ahmed n'en crut pas ses oreilles. « Vraiment? Par Dieu ?» Elle lui répondit « Oui, par Dieu, attends-moi. » Dès ce jour, Wendy s'arrangea pour visiter la prison sous différents prétextes, et les autorités firent preuve de souplesse avec elle en raison de son statut d'experte étrangère. Les rencontres entre Wendy et Ahmed se répétèrent en prison, et son cœur s'attacha de plus en plus à lui. Elle désirait qu'Ahmed sorte de prison le plus tôt possible. Non contente des visites, elle engagea les meilleurs avocats pour Ahmed, dépensant des sommes colossales de ses fonds personnels. Wendy n'était pas seulement riche, son père décédé était une figure influente et de grande importance aux Pays-Bas avec de vastes relations. Wendy utilisa les relations de son père, au point que l'ambassadeur néerlandais commença à intervenir dans l'affaire, exigeant la réouverture du procès d'Ahmed. Et effectivement, le monde fut bouleversé pour Ahmed. Son procès fut révisé grâce à l'argent que Wendy avait dépensé et à ses efforts diplomatiques. Après un certain temps, Ahmed fut libéré de prison. Après ces années sombres, Ahmed se retrouva libre, un homme nouveau grâce à cette femme extraordinaire. Wendy dit à Ahmed « Ahmed, je vais te rattraper pour tout ce que tu as manqué. Je vais te faire vivre une nouvelle vie. » Elle lui proposa d'être son compagnon privé et son chauffeur personnel, et Ahmed accepta immédiatement. Qui refuserait une telle offre après des années de prison? Il travailla comme son chauffeur personnel et logea dans une chambre attenante à sa maison louée. Des rêves commencèrent à se former dans l'esprit d'Ahmed, et des sentiments d'amour commencèrent à grandir entre eux. Un jour, Ahmed proposa le mariage à Wendy, disant « Que penses-tu si nous nous marions? Nous sommes dans une société yéménite conservatrice et nous ne pouvons pas continuer une telle relation sans mariage. » Wendy n'en crut pas ses oreilles de bonheur. « Bien sûr, Ahmed ?» Il répondit « Oui, absolument. » Ahmed fit des gestes romantiques, lui apporta une bague et s'agenouilla pour la demander en mariage, et Wendy accepta avec une joie immense. Ahmed épousa Wendy. Mais l'ambassade des Pays-Bas convoqua rapidement Wendy. Ils lui dirent « Wendy, quelle est ton histoire? Tu as sorti un homme de prison, tu as dépensé des milliers de dollars pour des avocats, et tu as mobilisé toute l'ambassade pour son affaire, et maintenant tu l'épouses. » Wendy répondit avec assurance « Je vous annonce que je l'ai déjà épousé. » Ils lui dirent « Nous t'avons convoqué pour te dire qu'Ahmed n'est pas sincère avec toi, car nous avons découvert qu'il est déjà marié à une famille yéménite. » Wendy fut choquée par la nouvelle. Elle s'attendait à tout sauf qu'Ahmed soit déjà marié. Mais malgré le choc, elle dit « Absolument, cela ne me dérange pas. » Wendy rentra chez elle et demanda à Ahmed « Ahmed, pourquoi m'as-tu caché ton premier mariage ?» Il répondit « Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Elle ne faisait que commencer.
Un jour, Ahmed découvrit que Wendy n'était pas juste riche, mais immensément riche, possédant des sommes colossales, et que sa mère aux Pays-Bas l'appelait constamment pour prendre de ses nouvelles. Mais Wendy refusait de rentrer, disant « Impossible pour moi de quitter Sana et de quitter mon amour Ahmed ». Sa mère demandait « Que fais-tu avec cet homme? Ce n'est qu'un chauffeur ». Elle répondait « Je lui ai donné un travail, il est maintenant mon mari, c'est lui qui m'a amené ici, et tout ce dont il a besoin, je suis là ». Ce jour-là, Ahmed vint à Wendy et lui dit « Pardieu Wendy, je ne sais pas quoi te dire, mais j'ai l'impression que ma réputation devant les gens, devant les Yéménites, mes amis et ma tribu est devenue mauvaise. Les gens parlent de moi et disent que je vis chez ma femme étrangère. » Wendy lui demanda « Et quel est le problème avec ça ?» Ahmed répondit « Non, non, nous avons des coutumes et des traditions. C'est l'homme qui subvient aux besoins de sa maison et de sa femme. Et ma situation financière est difficile, et tu n'as jamais manqué de rien. Mais pour prouver aux gens que je suis un homme, c'est toi qui dois vivre dans ma maison, et non moi dans la tienne. » Wendy lui demanda « As-tu de l'argent pour acheter une maison ?» Il répondit « Je n'en ai pas. » Wendy dit « Alors, quelle est la solution ?» Ahmed fit semblant d'être désespéré et dit « Par Dieu, je ne sais pas quoi te dire. Peut-être devrions-nous nous séparer. » Wendy s'écria « Non, Ahmed, je t'en supplie, pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça, Ahmed. » Il lui dit « Alors, quelle est la solution ?» Wendy lui répondit avec une solution inattendue. « J'ai trouvé la solution. Il est vrai qu'un étranger ne peut pas posséder de terre dans votre pays, n'est-ce pas ?» Ahmed répondit « Oui, c'est vrai, je ne peux pas être propriétaire. » Wendy dit « Alors je vais acheter un terrain et l'enregistrer à ton nom, mon mari, l'amour de ma vie et mon avenir. J'achèterai le terrain et l'enregistrerai à ton nom, et nous construirons une maison dessus, et les gens sauront que le terrain est à ton nom, et donc c'est moi qui vivrai chez toi. » Ahmed n'en crut pas ses oreilles. C'était une excellente idée pour lui. Il y vit une opportunité en or, le début d'un plan machiavélique pour prendre le contrôle total de la fortune de Wendy. Il manipula habilement ses sentiments et son désir de le rendre heureux, la poussant dans ce piège qu'elle ne voyait pas venir, aveuglée par... Il ne vint pas à l'esprit de Wendy qu'Ahmed commençait à l'exploiter intelligemment. Wendy acheta la meilleure parcelle de terrain à Sana, puis y construisit un palais d'une splendeur et d'une beauté inégalées. Le terrain était au nom d'Ahmed, le mari, l'amour de sa vie et son avenir, mais la construction était financée par ses propres fonds, et les contrats et les factures étaient tous à son nom, prouvant sa propriété effective de la construction. Ce palais imaginaire suscita l'étonnement et la surprise de tous. Les gens commencèrent à se demander « D'où vient toute cette richesse pour cet Ahmed? Qui l'a sorti de prison ?» Tout le monde était choqué par la transformation de la vie d'Ahmed, et il plaisantait en disant que sa mère avait dû prier pour lui en se prosternant. Tout le monde s'accordait à dire qu'Ahmed était incroyablement chanceux. Ahmed emménagea dans le luxueux palais et il eut une voiture somptueuse. Tout ce qu'un homme pouvait désirer, il l'obtenait grâce à Wendy. Mais Ahmed commença à abuser de son exploitation. Il lui demanda de grosses sommes d'argent, puis commença à les dépenser pour des soirées et des sorties en dehors de la maison, alors que la pauvre Wendy était entièrement occupée par son travail humanitaire. Elle se déplaçait entre les conférences et les événements liés à la lutte contre le sida, soignant les gens et les aidants, et elle ne trouvait pas de temps pour Ahmed et ses interminables bavardages. Pendant ce temps, lui se noyait dans une vie de faste et de luxe. Ahmed, autrefois un prisonnier désespéré, était maintenant devenu un homme avide et égoïste, aveuglé par le confort et le pouvoir que lui conférait la fortune de Wendy. Il avait perdu toute trace de l'homme qu'elle avait cru sauver, se transformant en une caricature de l'ingratitude. Wendy, elle, restait dans son rôle de sauveuse, trop occupée à ses nobles causes pour voir la noirceur grandissante dans le cœur de son mari. Avec le temps, Wendy commença à sentir qu'Ahmed avait trop abusé. Il ne s'intéressait plus à elle et passait la majeure partie de son temps avec sa première femme yéménite, indifférent à la néerlandaise qu'il avait sauvée. Parfois, on s'ennuie même du miel. Ahmed dépensait l'argent sans compter, jouant avec, demandant des sommes énormes, se plaignant de la voiture qu'elle conduisait et voulant la changer pour une plus luxurieuse. À ce stade, Wendy commença à restreindre les fonds, ne lui donnant plus tout ce qu'il demandait comme avant. Chaque fois qu'il demandait de l'argent, elle lui disait « Je n'en ai pas. Si tu veux de l'argent, va travailler toi-même, Ahmed. Tu es en bonne santé, un homme respectable. Va travailler et gagne ta vie. Le chômage n'est pas une bonne chose. Tu ne fais que dépenser de l'argent sans but, et c'est inacceptable. Je ne te manque de rien, mais je ne veux pas non plus t'aider à être une personne oisive, sans but dans la vie.
Ces mots ne plurent pas à Ahmed, au contraire, ils excitèrent sa colère et son ressentiment. Ahmed essaya par tous les moyens de rétablir le flux d'argent comme il en avait l'habitude, mais Wendy était ferme. Ahmed réalisa que la situation avait atteint ses limites. Wendy était intelligente. Bien que le terrain fût au nom d'Ahmed, toute la construction, y compris le palais, était documentée par des factures à son nom, et elle était la véritable propriétaire des contrats. Ahmed pensa en lui-même. « J'ai peur qu'elle porte plainte contre moi un jour et me réclame les dépenses si je la quitte. Je veux prendre possession de la maison et de tout ce qu'elle possède. » Ahmed commença à planifier quelque chose d'horrible. Il réfléchit, planifia, puis décida de s'entendre avec 2 de ses amis pour tuer Wendy. Dieu ne te bénisse pas, Ahmed. Il avait mis au point un plan minutieux. Il dit à ses amis: « Dans quelques jours, Wendy inaugurera une exposition de dessins organisée en collaboration avec le projet national. Sur le chemin de l'exposition, elle passera par cette route dans sa voiture. Arrêtez-la et débarrassez-vous d'elle, et tout ce que vous me demanderez, je vous le fournirai. » Les amis acceptèrent immédiatement. L'objectif d'Ahmed était clair, hériter de Wendy et prendre possession du palais et de tous ses biens et comptes bancaires. Ce crime était précédé, 2 mois plus tôt, du meurtre d'un autre expert néerlandais travaillant sur un projet de développement dans le pays. Ce crime ayant fait grand bruit et ayant été qualifié d'acte terroriste. Il semble que cette idée ait mûri dans l'esprit d'Ahmed. Tuer Wendy et prétendre que l'auteur est un terroriste visant les Néerlandais. Le plan diabolique d'Ahmed était mûrement réfléchi, une preuve glaçante de sa transformation en un monstre d'ingratitude. Il voyait Wendy non plus comme son sauveur ou son amour, mais comme un obstacle à son enrichissement total, une source de fonds à laquelle il voulait accéder de manière permanente. Et le jour convenu, les amis d'Ahmed guettèrent Wendy. Ils l'attendirent patiemment jusqu'à ce qu'elle passe avec sa voiture. L'un d'eux lui fit signe, et la pauvre Wendy, avec sa bonne foi, toujours à la recherche d'aide pour les gens, quand elle vit quelqu'un lui faire signe, elle arrêta sa voiture. À peine s'était-elle arrêtée qu'elle fut surprise par un pistolet pointé sur sa tête. Ils ne lui tirèrent pas dessus directement, mais l'un d'eux monta sur le siège arrière et l'autre s'assit à côté d'elle. Ils lui dirent « Écarte-toi un peu de la route principale pour que personne ne te voie. » Wendy était effrayée et les supplia « S'il vous plaît, prenez tout, prenez mon argent et tout ce que je possède, mais ne me faites pas de mal. » Mais ils n'écoutèrent pas. Quand elle s'écarta avec la voiture dans un endroit désert, l'homme qui était sur le siège arrière l'étrangla et attendit jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Après s'être assuré de sa mort, ils lui lièrent les mains et les pieds et la jetèrent sur le siège arrière de la voiture. Ils firent cela pour brouiller les pistes et pour faire en sorte que le crime ressemble à une agression ou un viol avant le meurtre, afin de modifier les caractéristiques du véritable crime. Ils coupèrent ses vêtements, tout cela pour dissimuler le véritable objectif du crime. Le soir même, il y avait l'inauguration de l'exposition que Wendy avait cofondée. Les responsables et les gens furent étonnés par l'absence de Wendy. Ils contactèrent son mari Ahmed, qui feignit l'ignorance et dit « Por Dieu, je ne sais pas, elle est sortie et partie, n'est-elle pas arrivée chez vous ?» Ils répondirent par la négative. La situation était sensible, car ce n'était pas la première fois qu'un expert néerlandais était tué au Yémen. Les forces de sécurité furent alertées et commencèrent à chercher Wendy. Et au lever du jour, la voiture de Wendy fut retrouvée et à l'intérieur, son corps assassiné et ligoté. L'affaire éclata et tout le monde dit « C'est sûrement le même terroriste qui a tué l'autre Néerlandais il y a 2 mois. Il vise les étrangers, surtout les Néerlandais. » Les enquêteurs menèrent des investigations intensives mais ne purent trouver de preuves claires au début. La scène du crime avait été méticuleusement orchestrée pour tromper les autorités, transformant la trahison d'Ahmed en un acte de terreur, une couche supplémentaire de cruauté qui soulignait son machiavélisme. Après un certain temps de recherche, les enquêteurs commencèrent à surveiller le mari, Ahmed, surtout après avoir appris l'immense palais qu'il possédait à son nom et comment Wendy avait dépensé des sommes colossales pour lui. Ils réalisèrent que Wendy l'avait sorti de prison et qu'Ahmed avait des antécédents, ayant été précédemment accusé du meurtre de la femme de son frère. Toutes ces preuves en firent le suspect le plus probable. Ils dirent « Nous devons arrêter Ahmed ». Et effectivement, Ahmed fut arrêté. Et lors de l'interrogatoire intensif, il tenta d'abord de nier, disant « Non, par Dieu, ce n'est pas moi. Il y a 2 de mes amis qui me réclament de l'argent et je pense qu'ils me menaçaient d'enlever ma femme et je pense qu'ils sont derrière cette affaire, un tel et un tel. »
Les amis mentionnés par Ahmed furent rapidement arrêtés, et lorsqu'ils confrontèrent Ahmed avec ce qu'il avait dit, ils décidèrent d'avouer. Ils dirent « C'est lui qui nous a donné l'argent, et c'est lui qui s'est entendu avec nous pour nous en débarrasser. » Il se plaignait qu'elle ne lui donnait plus d'argent, et c'est pourquoi il voulait hériter d'elle. Les policiers confrontèrent Ahmed avec les aveux de ses amis, et Ahmed n'eut pas d'échappatoire. Il avoua son crime odieux. Les enquêteurs lui dirent « Que Dieu ne te bénisse pas. La jeune femme t'a sorti de prison, puis tu la tues et tu t'empares de son argent. » La fin était inévitable pour Ahmed. Son visage se figea dans un masque de terreur et de résignation, comprenant que son plan diabolique s'était effondré. La vérité éclatait au grand jour, révélant la profonde ingratitude et la cruauté de son âme, choquant tous ceux qui avaient suivi l'histoire de Wendy et son âme aveugle. Ahmed, l'homme qu'on avait cru innocent, se révélait être un monstre, sa culpabilité confirmée par ses propres complices et son propre aveu, scellant son destin tragique. Je ne vous ferai pas une longue histoire. Après tous ces événements, le verdict tomba. Ahmed fut condamné à mort. Quand la pauvre mère de Wendy, cette vieille femme qui était aux Pays-Bas, entendit l'histoire, elle vint au Yémen et bouleversa tout pour Ahmed. Elle ne laissa aucun avocat, aucun média, sans les utiliser pour venger sa fille. Elle dit « Je veux qu'il soit exécuté ». Et avant qu'il ne soit exécuté, elle dit « Je veux récupérer la maison afin que sa famille ou sa première femme n'en hérite pas ». Le terrain que sa fille Wendy avait acheté valait une somme colossale. La mère dit « Ma fille l'a mis à son nom, mais la construction est à son nom, et les factures sont avec moi. Et j'ai interrogé ma fille à ce sujet parce qu'un étranger ne peut pas posséder de terrain. Ce palais appartient donc à ma fille. » Et effectivement, un gardien judiciaire fut placé sur le palais et il fut retiré à la famille d'Ahmed. La mère de Wendy ne quitta le Yémen qu'après avoir été témoin elle-même de l'exécution par balle d'Ahmed, que Dieu ne le bénisse pas. Ainsi, Ahmed connut qu'une fin horrible, juste châtiment pour sa trahison et son crime. Quant au palais, après l'exécution d'Ahmed et le décès de la mère de Wendy, rongée par le chagrin, elle avait désespéré et détesté la vie après la mort de sa fille et avait décidé de ne pas quitter le Yémen, les gens et les grandes personnalités se disputèrent pour l'obtenir. Le palais était devenu l'objet de toutes les convoitises, surtout après avoir été placé sous garde judiciaire. Finalement, l'un des fils des grands chefs tribaux du Yémen s'empara du palais par droit de possession. Ainsi se termina l'histoire de la pauvre Wendy, une histoire d'amour qui se transforma en tragédie et en trahison. Et voilà la fin de cette histoire. Au revoir et que la paix soit avec vous.